Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Avec Le Figaro donc, et avec Arthur Berda plus précisément. Bonjour. Bonjour Bernard. Arthur, vous souhaitez bien sûr revenir ce matin sur l'interview très attendue de Monsieur Macron. Il va s'exprimer tout à l'heure à la télévision et à la radio juste après 13h. Oui, et cette interview, elle n'a rien d'anodin pour Emmanuel Macron, ni sur la forme, ni sur le fond. Alors, sur la forme, d'abord, il faut se souvenir du début du quinquennat lorsque le chef de l'État avait décidé de rompre avec cette tradition pourtant vieille de 40 ans, car l'intervention présidentielle le jour de la fête nationale, c'est une invention de Valéry Giscard d'Estaing en 1978, à une époque où Emmanuel Macron n'avait même pas un an, et c'est un exercice auquel tous les présidents de la République se sont pliés depuis. Cela a parfois été une grande interview, une allocution solennelle ou même une simple déclaration courte, mais il y a toujours eu une prise de parole, jusqu'à 2017 en tout cas, date à laquelle Emmanuel Macron a voulu incarner une rupture avec ce qu'il a appelé l'ancien monde. Le problème, c'est que cette rupture, il n'a pas tout à fait réussi à l'incarner, et donc aujourd'hui, il revient en arrière. Je peux vous dire qu'il a énormément hésité avant de choisir de s'exprimer. Il a failli tout annuler à la dernière minute parce que s'exprimer, c'est rompre avec lui-même d'une certaine manière, c'est prendre acte de son échec et c'est peut-être entamer enfin la fameuse réinvention qu'il a promis aux Français pour le monde d'après. Donc ça c'est pour la forme, Arthur, mais sur le fond, est-ce qu'on sait déjà à peu près ce qu'on peut attendre de cette interview? Ça, disons-le, l'actualité a été assez dense ces dernières semaines et même ces derniers jours. Il y a d'abord la crainte d'un rebond épidémique, mais il y a aussi ce drame survenu à Bayonne où un chauffeur de bus a été mortellement agressé la semaine dernière. Sur un tout autre registre, il y a le Ségur de la santé qui a été signé hier, il y a les questions écologiques et puis il y a enfin la polémique autour de la nomination de Gérald Darmanin, car depuis sa promotion place Beauvau, le ministre de l'Intérieur est littéralement poursuivi par des manifestations féministes qui perturbent absolument tous ses déplacements. Alors corrigez-moi si je me trompe, Arthur, mais je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai le sentiment que ce ne sera pas les seuls sujets qui seront abordés tout à l'heure. Je pense ne pas me tromper. Non, je vous le confirme, parce qu'au-delà des sujets d'actualité, il y a en effet toutes les questions autour de la relance qui sont nettement plus structurantes à la fois pour le quinquennat mais aussi pour le pays. Je pense par exemple à la réforme des retraites dont il va falloir préciser les contours. Je pense aussi à la réforme de l'assurance chômage dont l'application est toujours suspendue. Et puis, il y a enfin le plan d'aide pour l'emploi des jeunes dont les modalités n'ont toujours pas été annoncé. Bref, s'il ne veut pas décevoir les espoirs qu'il a lui-même suscités, Emmanuel Macron va devoir abandonner le lyrisme qui lui est si cher dans ce genre d'exercice et il va devoir être extrêmement clair tout à l'heure à 13h10 sur le nouveau chemin qu'il a tant et tant promis aux Français. C'est un exercice difficile que vous pratiquez, Arthur Berda, parce que c'est un petit peu de la boule de cristal, même si vous avez bien sûr des informations très concrètes. On va voir à 13h10 si vous aviez raison. Et je laisse le soin à Guillaume Tabar demain matin d'analyser les propos du président. Sans aucun doute. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouvera bien sûr sur l'antenne de Radio Classique un peu plus tard dans ce mois de juillet. Il est exactement 8h13. Restez avec nous sur cette antenne et tout de suite avec notre invité politique, Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Monsieur Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous ce jour de fête nationale. L'UDI, combien de divisions aurait dit Staline? 9000 adhérents, 15 députés sur 577, 28 sénateurs sur 348. Avez-vous une influence notable sur la vie politique française avec ces chiffres-là? Vous savez, d'abord, l'influence que vous exercez sur la vie politique française, elle tient plus à ce que vous dites ou à ce que vous portez. Oui. Quand encore le débat démocratique permet de le faire, ce qui n'est pas souvent le cas, et je vous remercie de votre invitation. Deuxièmement, bien sûr, quand vous regardez les élections municipales, nous sommes et nous restons la troisième force politique territoriale de France. Rappelons quand même, pour les villes de plus de 30 000, vous avez pas mal d'élus. Oui, beaucoup d'élus, j'ai pas en tête, mais okay. et 75% d'entre eux ont été réélus dès le premier tour, ce qui prouve que quand on est géré par un maire UDI, on sait que ça marche. Je vous le dis d'autant plus que des villes comme Lorient, comme Garges-les-Gonesse, pardonnez-moi, je vous en prie, et bien d'autres ont été conquises. Aubervilliers, qui était un fief historiquement communiste, ont été conquises par des candidats UDI cette fois-ci. Et puis dans des équipes de rassemblement avec les Républicains, parfois avec la République en marche. Donc l'influence politique, en tout cas celle que nous recherchons, elle est d'abord dans les idées. C'est-à-dire que à la sortie, quand on regarde l'actualité,
ou un clou chasse l'autre. Il reste pas grand-chose de réflexion et de stratégie. Et il nous semble que nous vivons des moments stratégiques. On a le drame que nous venons de connaître, mais des moments stratégiques de lutte, bien sûr, de lutte d'influence mondiale, de nouveaux modèles économiques compatibles avec l'environnement. Bref, nous essayons de porter les idées. La difficulté, j'ai eu l'occasion de le dire il y a 2-3 jours, c'est que finalement, il faut qu'il y ait des gens pour entendre. Alors je ne parle pas là des citoyens, mais un gouvernement qui n'écoute pas les parlementaires, qu'il soit de la majorité ou qu'il soit de l'opposition, comme c'est notre cas, il se coupe progressivement de ce qui se passe dans le pays. C'est un des grands dangers de ce que je vois se dérouler en ce moment. Quand vous n'écoutez pas ce qui se passe dans le pays, vous n'êtes pas capable d'entraîner le pays. Alors, vous semblez dire que à l'époque d'Édouard Philippe, c'était comme ça. Est-ce qu'avec M. Castex, même si, bon, il est Premier ministre, il n'est pas à l'Assemblée nationale, ça pourrait changer? Pourriez-vous être mieux écouté? Moi, je suis d'un naturel optimiste, donc je l'espère. Je l'espère, et je le rencontrerai d'ailleurs cet après-midi. Mais je vais vous dire les choses. Quand je vois un gouvernement qui dit qu'il faut aller sur le terrain pour que les ministres écoutent ce qui se passe sur le terrain, je réponds, il y a 577 personnes qui sont payées en France pour faire ça. Ça s'appelle des députés. Il suffirait que les ministres écoutent les députés. Ça irait sans doute mieux. Qu'est-ce qu'il doit dire tout à l'heure à 13h10, M. Macron? Qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'il dise si vous lui aviez écrit son texte? Moi, j'attends 3 choses. D'abord, de la stratégie, je viens de vous le dire. J'attends de la cohérence. Et parfois on en manque, et j'attends plus de concret. Alors sur la stratégie, d'abord la planification de la reconstruction de notre indépendance sur 5 domaines vitaux. Excusez-moi, je fais une incise à propos de planification, parce qu'on se dit aussi que peut-être M. Bayrou sera le ministre du plan. C'est très gaullien, c'est très pompidolien tout ça. C'est un épiphénomène. Voilà, épiphénomène, que ce soit lui, un autre, peu importe. Mais le principe d'un ministre du plan... D'un ministre, d'un haut-commissaire, d'une planification, d'une stratégie. D'ailleurs, je pense qu'on a besoin de tous s'asseoir autour de la table pour reconstruire les 5 domaines vitaux sur lesquels nous devons être indépendants. Pendant la campagne des européennes, j'ai été le seul à parler du risque de pénurie de médicaments. On vient de la vivre. Oui. On doit reconstruire cette indépendance-là. Alimentaire. Parce que s'il y a une crise mondiale et que tout est paralysé, il faut qu'on puisse nourrir la population. C'est donc notre agriculture qu'il faut soutenir, qu'il faut aider, y compris dans l'aide à la transformation. C'est de l'indépendance numérique, parce qu'on subit aujourd'hui en réalité ce que construit, ce que fabrique et ce que domine la Chine et les États-Unis. Donc nous devenons dépendants. Sur l'industrie, on a vu qu'on n'était plus capable de produire un certain nombre de choses, des masques, des respirateurs artificiels. Et sur l'énergie propre. Parce que dépendre en permanence du pétrole des autres, non seulement ça pollue, ça carbone, ça contribue au réchauffement climatique, mais en plus ça nous rend dépendants d'autres nations. Ces 5 domaines-là doivent être planifiés pour reconstruire l'indépendance française. Enfin, tout ça, le gouvernement le sait, le chef de l'État le sait, depuis 3 ans, depuis 10 ans, tout le monde sait tout ça. Pourquoi ça marche pas? Vous illustrez à merveille que si on écoutait un peu ce que les uns et les autres racontent, vous parliez de l'influence de l'UDI, ça irait mieux. La deuxième chose que j'attends en stratégie, c'est la décentralisation. Comment ne pas être frappé par le fait que nous avons 30 000 morts en France, 9 000 en Allemagne. En Allemagne, un pays très décentralisé, qui a mieux géré la crise parce que c'était souple, réactif, adapté, et qu'en France, on est beaucoup plus de morts, 4,5 fois, si on rapporte à la population, plus que l'Allemagne, alors même que les élus locaux, les présidents de région, les maires, les présidents de conseils départementaux ont été obligés de suppléer, de pallier les défaillances de l'État. Il faut donc réorganiser, et moi ce qui me frappe, c'est que, à force de vouloir s'occuper de tout, l'État fait mal ce qu'il est seul à pouvoir faire. Ce qu'il est seul à pouvoir faire, c'est la sécurité, c'est la justice, c'est la défense, c'est l'éducation, c'est la santé. Ça, il le fait très mal, de plus en plus mal. Et il s'occupe de tout le reste. Eh bien, je dis, tout le reste, on le donne aux collectivités locales. L'État a un rôle de chef d'orchestre, il fixe des lignes directrices, mais chacun s'adapte parce que quand vous conduisez une politique, qu'elle soit sur le domaine de l'éducation, qu'elle soit sur le domaine de la sécurité, au cœur du Limousin ou au cœur de l'Île-de-France, c'est pas la même chose. Et qu'il faut laisser cette force d'adaptation possible à nos territoires. Et ça, ce sont les élus locaux qui le portent. Il faut leur donner les moyens et le pouvoir. Alors, on va continuer avec le 3e point, Monsieur Lagarde, mais je reviens sur l'affaire de la décentralisation. Pour l'instant, la décentralisation à la sauce Macron, ça s'est contenté d'être une ponction financière beaucoup plus lourde, avec plus d'argent pour l'État central et moins pour les collectivités locales. Mais vous avez tellement raison qu'il n'y a pas eu de décentralisation, il y a eu une recentralisation. Parce que quand les recettes qui viennent aux élus locaux, elles dépendent de l'État, quand on vous coupe le robinet, vous pouvez plus conduire de politique et que vous pouvez pas déterminer une stratégie locale, une politique locale, si vous ne savez pas combien vous toucherez dans 3, dans 4 ou 5 ans. Parce que quand vous engagez des investissements, vous avez besoin de savoir ce qui va se passer demain. Donc, nous défendons à l'UDI, je vous disais que nous étions le 3e parti de France en termes d'élus locaux, nous défendons non seulement une vraie décentralisation, mais la sacralisation des recettes des collectivités locales dans la Constitution. C'est-à-dire que quand on dit
qu'on transfère, et on a besoin de transférer, une compétence, une action possible, une action publique aux collectivités locales, on transfère la recette qui va avec, une fraction de la TVA, bref, parce que sinon l'État dit je vous file les dépenses, mais vous n'avez je continue à contrôler les recettes, c'est de la recentralisation. Et ce qui m'inquiète d'ailleurs dans la vision du président de la République, c'est qu'au lieu de croire à la décentralisation, il croit à la déconcentration. Pardon pour nos auditeurs, c'est peut-être un peu technique, mais la déconcentration, non, ça ne concerne que l'État central qui donne plus ou moins de pouvoir à ses préfets. Mais les préfets, ils rendent de compte à qui? Au gouvernement. Et vous, citoyens, vous verrez combien de fois un ministre, sauf vous parce que vous les invitez sur ce plateau, combien de fois un ministre. Par contre, votre maire, votre président de conseil départemental, votre président de région, vous pouvez arriver à l'attraper et à lui faire changer sa politique. Vous avez le troisième point? Oui, bien sûr. La troisième chose, c'est la cohérence. Et notamment dans la transformation écologique, environnementale de notre économie. Ah, c'est la grande affaire du moment. Oui, mais pas par mode électoral. Et c'est là où on manque de cohérence. Nous avons besoin, les deux principales sources de carbonation, de réchauffement climatique de la part de notre pays, c'est l'habitation et les déplacements. On parle sans arrêt de l'agriculture, mais c'est une part marginale, même s'il faut progresser là-dessus aussi. Isoler massivement nos bâtiments, ça permettrait d'abord d'économiser de l'énergie, moins d'importation, de moins rejeter de gaz carbonique, mais surtout c'est de l'emploi non délocalisable. Parce que pour isoler chez vous, il faut être là, c'est pas en Chine que vous allez le faire. Deuxième chose, fibrer jusqu'à la dernière ferme de France. Ça aussi, je l'ai proposé au moment des européennes. Je proposais que ce soit sur tout le continent. Bien sûr, parce que c'est à la fois de l'emploi non délocalisable, mais c'est un instrument de résilience. On vient de le voir avec le confinement. Tous ceux qui étaient coupés numériquement. Et c'est une façon de booster notre économie pour accélérer la visibilité des uns et des autres, leur capacité d'échange. Et cela avec moins de déplacements. On économise des déplacements aussi quand on fait ça. Troisième élément, j'ai défendu cette idée une fois encore aux européennes et je suis navré que l'Europe ne le prenne pas et que nos élus ne le prennent pas. Nous devons avoir une stratégie hydrogène en Europe. On peut décarboner nos déplacements. Toyota a cette stratégie. Oui, mais c'est consternant. C'est consternant, puisque ce sont au contraire des entreprises européennes, et notamment françaises, qui sont en avance sur le sujet. On peut décarboner les vols aériens, les transports maritimes, les trains en moins de 10 ans. On est capable de faire ça. Simplement, il ne faut pas être contradictoire. Et quand je parlais de cohérence, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de fermer des centrales nucléaires. Ce n'est pas Jean-Christophe Lagarde qui le dit. Les experts du GIEC disent, si vous voulez produire massivement de l'hydrogène, vous aurez besoin des centrales nucléaires. Le plan de fermeture des centrales nucléaires est un mensonge écologique. Parce qu'en réalité, on va avoir besoin d'énergie renouvelable, bien sûr, mais aussi de l'énergie nucléaire pour ne plus utiliser d'essence. C'est terrible, ça. Produire de l'hydrogène, si vous n'avez pas les centrales nucléaires, vous le faites avec du pétrole et du charbon. Donc, vous polluez pour ne pas polluer. On est dans une incohérence absolue. Et la dernière chose, c'est que si on veut transformer le modèle économique, le rendre plus résilient, plus autonome, plus indépendant, il faut qu'on mette une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Puisque l'Europe accepte désormais d'avoir un emprunt commun, il faut qu'elle ait une recette commune. Et quelle meilleure recette commune que celle qui sera payée par les gens extérieurs à l'Europe et qui permet de limiter l'importation de produits qui viennent de très très loin qu'on aurait pu faire chez nous. Je vous prends un exemple. L'été dernier, j'achète un ballon de foot à Decathlon à Turin à mon fils. 9,90 €. Quand j'ai la curiosité, rentrant chez moi, de regarder d'où vient ce ballon. La matière avait été fabriquée au Pakistan, elle a été emmenée au Brésil pour être assemblée, envoyée aux Pays-Bas, puisque c'est une société hollandaise, pour atterrir à Turin. Vous pensez qu'un ballon à 9,90 € fait écologiquement le tour du monde et qu'on paye son coût quand on fait ça? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Et cette taxe carbone, elle aurait l'avantage de faire en sorte que ce qui est produit à l'extérieur soit plus cher. Puis pour pouvoir réduire les circuits, il faut aussi que les marchés publics le permettent. Est-ce que vous savez que quand vous êtes maire, je l'ai été pendant 17 ans, et que vous passez la commande publique, vous pouvez pas tenir compte de savoir si la boîte est à 10 km de chez vous ou à 5000 km de chez vous. C'est peut-être mieux qu'elle ne prenne pas le bateau qui pollue, qu'elle ne prenne pas un avion, et qu'on fabrique chez nous un certain nombre de choses. C'est un rééquilibrage économique qui est nécessaire pour permettre la protection écologique. En 30 secondes, Monsieur Lagarde, tout de même, parce que c'est le fait du jour aussi, un 14 juillet, presque 100 militaires dédiés aux soignants,
au lendemain de la signature du Ségur, donc qui revalorise les salaires des soignants, pas des médecins, hein, c'est à part. Quand même, ça vous parle, vous qui êtes membre de la commission défense, d'ailleurs de l'Assemblée? Pour le compte, d'abord, je me réjouis des accords du Ségur parce que il y a un retard français sur la rémunération de nos soignants et ils ont des droits sur nous, comme on disait après la Première Guerre mondiale des poilus. Les soignants, ils ont des droits sur nous. Et deuxième chose, l'armée française est une armée qui est en reconstruction. Ça, on le doit au président de la République et au nouveau plan qui a été établi. C'est une armée qui est sur tous les fronts, à l'extérieur, à l'intérieur avec Sentinelle, et même pendant la crise sanitaire. On doit leur rendre un grand coup de chapeau, mais je crois que les Français n'ont pas de problème avec l'armée française. Ils en connaissent la qualité, le dévouement et la fiabilité. Pardon, mais je ne sais pas si on a encore une seconde. Je vous parlais de concret. Le Premier ministre, moi j'aimerais que demain il nous dise qu'il va avoir des mesures économiques d'urgence, qu'on arrête de nous parler de reconstruction et qu'on fasse face à la destruction d'emplois dont on craint qu'elle arrive en septembre, octobre, novembre, etc. Pour ça, il y a deux grandes choses à faire. Je leur ai dit, je me permets de vous le dire, il y a deux grandes choses à faire très vite. Le prêt garanti par l'État, il faut le transformer en quasi-fonds propres. On dit aux entreprises, vous remboursez pas jusqu'en juillet 2022, vous rembourserez vous rembourserez pendant 10 ans. Et la deuxième chose, c'est quand il y a une entreprise qui est en redressement judiciaire, plutôt que de payer l'État et la sécurité sociale d'abord, on devrait payer les fournisseurs, parce que quand une entreprise laisse une ardoise à 5 fournisseurs, on contamine. Mais oui, on contamine économiquement notre économie. Ça, il devrait le faire vite plutôt que les envolées lyriques. On va voir ce qu'il va dire tout à l'heure. 13h10, donc la prise de parole de M. Macron. Et tout de suite, là, M. Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, sur Radio Classique. Je vous souhaite une bonne fête nationale, monsieur. Merci. Merci infiniment. À suivre sur Radio Classique à 8h26 exactement, Laurent Saïm et sa lettre d'Amérique, consacrée au destin extraordinaire et criminel de Ghislaine Maxwell, qui aurait pu n'être qu'une fille de milliardaire, mais qui a choisi une voie plus périlleuse. Elle comparaît aujourd'hui devant un juge fédéral à New York.